Ce tableau monumental, intitulé Les Ménines, est conservé au musée du Prado à Madrid. Peint en 1656 par Diego Velázquez, il illustre la famille royale espagnole. Parmi ces 11 personnes représentées en taille réelle, l'artiste lui-même, le roi et la reine d'Espagne dans le reflet du miroir, des serviteurs du palais, et au centre, l'infante, âgée de 5 ans. Peint au même niveau qu'elle, qui est cet autre personnage, avec un visage d'adulte et une taille d'enfant? Grâce à l'analyse de centaines d'archives sur Internet, nous avons retrouvé son identité et enquêté sur l'attrait de la royauté au XVIe et XVIIe siècle pour ceux que l'on appelait les nains de cour. Sur le site du Prado, où le chef-d'œuvre est exposé, la notice indique qu'un historien de l'art, Antonio Palomino, est le premier à avoir identifié la plupart des personnages représentés. Dans son ouvrage, publié en 1724, 70 ans après la réalisation du tableau, il révèle que derrière le chien couché se trouve Marie Barbola, une naine. Que fait Marie Barbola, cette femme atteinte de nanisme, dans l'entourage de la famille royale espagnole? Dans le premier dictionnaire en langue espagnole, édité en 1611, la définition de nain indique qu'il s'agit d'un homme tout petit et ajoute « Le nain a beaucoup de monstruosité parce que la nature a voulu en faire un jouet pour rire. Ces monstres sont heureux avec les princes qui les éduquent par curiosité et pour se divertir. » Le physique des nains amuse donc les puissants, qui les considèrent comme des attractions. Cet usage remonte à l'Antiquité. Dans ce livre, écrit au 1er siècle par Pline l'Ancien, nous découvrons qu'il distrait déjà la famille de l'empereur romain, Auguste. C'est au XVIe et XVIIe siècle que l'engouement pour les personnes atteintes de nanisme est le plus fort dans les cours royales européennes. En ligne, nous retrouvons de nombreux portraits. Tous ces souverains posent la main sur la tête de leurs serviteurs, dont la petite taille fait ressortir leur grandeur et leur puissance. La présence de singes donne une connotation exotique à ces êtres miniatures. En Europe, à cette période, la famille royale espagnole de la dynastie des Habsbourg est celle dont l'attrait pour les personnes de petite taille est le plus visible. Comme ici, avec la fille du roi Philippe II, ou encore avec le roi Philippe IV. Sa famille est celle qui est représentée sur les Ménines, où figure Marie Barbola. Dans les archives royales, le nom de Marie Barbola, surnommée aussi Maria Barbara, apparaît pour la première fois sur ce document en 1651, quand elle arrive à la cour d'Espagne. Nous y apprenons qu'elle devient la naine de la reine. Grâce à l'œuvre de Velázquez, nous savons qu'elle est aussi au service de sa fille, l'infante. Quelles sont ses conditions de vie à la cour? Sur ses factures de tailleur de 1691, nous découvrons que 8 robes lui sont destinées. Cette autre archive nous apprend qu'elle dispose même d'une servante. Marie Barbola jouit donc de certains privilèges. Un statut mis en valeur sur le tableau Les Ménines. Si Marie Barbola n'est pas peinte seule, elle figure au premier plan, au même niveau que l'infante. Aucun des traits irréguliers de son visage n'est accentué, et son regard franc semble indiquer une certaine assurance. Une représentation qui tranche avec cet autre tableau, de Juan Bautista Martinez, où Marie Barbola est peinte cette fois à l'arrière-plan, avec un teint livide et une présence fantomatique.
Cet artiste n'est pas le seul à cette époque à dévaloriser les nains de cour. En 1600, le caricaturiste français Jacques Callot réalise ses portraits, où ils sont dessinés avec des ventres énormes, de petites jambes et des visages monstrueux. Le peintre de cour Diego Velázquez est le premier au XVIIe siècle à représenter dignement les personnes atteintes de nanisme avec cette série de portraits. Elles ne sont plus les faire-valoir de la royauté, mais le sujet principal. Leur taille est soulignée, mais pas moquée. Et l'artiste valorise même celles qui ont pu accéder à un poste plus prestigieux, comme ce secrétaire de la chambre du roi, représenté entouré de livres. Combien de personnes de petite taille vivent auprès des souverains d'Espagne à cette époque? Dans cet ouvrage, écrit par un archiviste du Palais royal espagnol, nous découvrons qu'entre 1563 et 1700, pas moins de 123 individus ont été choisis pour divertir la cour. Des bouffons, des noirs, des géants, et surtout, près de 70 naines et nains. En enquêtant sur leur vie à partir des archives royales, l'auteur est interpellé par la répétition de la mention « vient de Saragosse ». Cela amène à penser que cette ville fournissait des fous et des nains beaucoup plus que les autres villes d'Espagne. Et le fait est qu'il y avait là un célèbre asile. Ce premier hôpital général espagnol, créé à Saragosse et tenu par des religieux, est chargé d'accueillir à partir du XVe siècle tous les fous, sans distinction. Cette institution, peinte ici par Francisco de Goya, a manifestement servi de vivier à la cour pour se fournir en bouffons et en nains. Les personnes atteintes de nanisme sont si convoitées que les puissants d'Europe n'hésitent pas à se les offrir entre eux. Sur ce tableau apparaît Geoffrey Hudson, qui est au service de la reine Henriette Marie d'Angleterre. Dans cet ouvrage, nous découvrons qu'il lui a été donné en cadeau par le duc et la duchesse de Buckingham, au cours d'un dîner. Le nain Hudson fut apporté sur la table, caché dans une tarte dont il fut libéré par surprise devant eux. La reine fut amusée de ses manières vives, il passa à son service. Pour se divertir, d'autres souverains européens n'hésitent pas à aller encore plus loin. Le tsar Pierre le Grand, en Russie, organise une parodie de mariage avec des dizaines de nains pour amuser sa cour. Dans cet ouvrage, un envoyé danois qui a participé à l'événement raconte. Les nains étaient 62 en tout, tous vêtus de magnifiques vêtements à la française. Tous les convives s'asseyaient, le dos au mur et le visage tourné vers les nains, qui étaient assis au centre de la salle sur de petites tables. La plupart de ces nains, qui pouvaient à peine marcher, savaient encore moins danser. Pourtant, ils étaient obligés de danser, de sorte qu'ils tombaient souvent sans pouvoir se relever. Ils étaient ramassés seulement par d'autres nains. Il y avait un tel rire et un tel tumulte que cette scène n'est pas évidente pour moi à décrire. En Espagne, Marie Barbola reste quant à elle au service des souverains pendant 50 ans, avant d'être obligée de quitter la cour. Cette archive révèle qu'en 1700, elle est brutalement privée de tout ce dont elle jouissait, suite à son retour en Allemagne, d'où elle était venue. En 1700, le dernier roi de la branche espagnole de la dynastie des Habsbourg décède. Il est remplacé par Philippe V de la maison de Bourbon, qui met fin à la tradition des nains à la cour d'Espagne. Dans cet ouvrage, nous constatons en effet que plus aucune personne atteinte de nanisme n'est recrutée officiellement au Palais royal espagnol à partir de cette date. Peu à peu, elles disparaissent des autres cours royales européennes. Mais la fascination qu'elles génèrent traverse le temps. Les cirques en font une de leurs attractions. Comme cette troupe de nains chanteurs qui rencontre un franc succès dans les années 1900. Dans les pays anglo-saxons, à la fin du XXe siècle, se popularise le lancer de nains dans les bars et les discothèques.
Une pratique qui s'exporte en Europe dans les années 90. Voilà, premier essai donc, premier essai tenté. En France, l'interdiction de ce divertissement sera validée par le Conseil d'État en 1995. Au motif qu'une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Quant à Marie Barbola, à partir de son départ de la cour royale espagnole vers son pays d'origine, l'Allemagne, la fin de sa vie n'est plus documentée. Elle tombe dans l'oubli. Le tableau Les Ménines de Diego Velázquez a permis de l'immortaliser et de lui donner une place dans l'histoire.